Bonjour tout le monde. Alors, il se passe pas mal de choses en ce moment, mais là j'ai quelque chose de très important à vous dire. Alors, un petit peu de musique, ça s'appelle Ça chauffe. Le rock, ça chauffe. Étienne Saran Ferret, 1956. Bon, alors, oui, ça chauffe, c'est pour ça que j'ai mis ce morceau-là, parce que ça chauffe, oui. Bon, alors on a trois mouvements dans trois pays différents. Le mouvement Positive Money en Angleterre, qui essaye de faire une réforme monétaire très puissante. Le mouvement pour une réforme monétaire également en Islande, avec ce rapport là dont je vous ai parlé la dernière fois, pour un rapport demandé par le Premier ministre sur la création monétaire et qu'est-ce qu'on peut faire pour échapper au piège. Et puis un troisième mouvement en Suisse très puissant également, qui s'appelle Monnaie Pleine, exactement la même stratégie, analyser toutes les nuisances du système actuel de création monétaire par l'endettement généralisé de tous les gens qui ne sont pas des banques, et puis des réformes à mettre en place. Et puis alors là, on a déjà le procès au Canada contre la Banque centrale du Canada qui refuse de financer le gouvernement, et puis là on a un nouveau procès, on en a parlé là toute la semaine sur Facebook, ce fameux procès par l'association des ménages, on peut dire, islandais, qui attaque tous les dirigeants de toutes les banques d'Islande pour émission de fausses monnaies. Alors là, on est dans le grandiose. Alors qu'est-ce que ça va donner ? On va voir, on va le savoir dans les semaines et dans les mois qui viennent. Moi, ce que je voudrais vous dire, et ce que je voudrais dire surtout à nos amis banquiers centraux, des banques centrales, je voudrais vous dire une chose quand même. Vous avez profité, consciemment ou inconsciemment, en le sachant ou en ne le sachant pas, peu importe. Vous avez profité d'un avantage exorbitant sur tout le reste de la population, sur tout le reste de la société. Vous avez profité de cet avantage de pouvoir émettre ce qui sert normalement à mesurer toutes nos balances mutuelles, mais qui a été manipulé de manière à pouvoir servir à acheter tout ce qu'on veut, sans travailler. Donc si on a le pouvoir d'émettre ces unités monétaires, d'émettre ces petits chiffres-là en tapant sur un clavier, on peut acheter tout ce qu'on veut. Donc, le secteur dont vous faites partie, le secteur bancaire, a pu acheter petit à petit, avec les années, avec les siècles même, a pu petit à petit acheter tout ce qu'il a voulu. Les gouvernements, les médias, la politique, l'alimentation, l'énergie, tout appartient directement ou indirectement aux politiciens et au secteur bancaire. Donc ça, c'est un avantage considérable qui commence à se voir énormément, parce que quand on arrive à faire de la fausse monnaie, évidemment, au début, on achète tout ce qu'on peut. Et puis, au bout d'un moment, ça commence à se voir. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait quand on risque de se faire piquer à acheter tout ce qu'on peut avec de la fausse monnaie ? La meilleure solution, c'est de continuer à fabriquer de la fausse monnaie et de la louer à d'autres gens qui vont la dépenser à votre place. Et par le loyer, vous faites du blanchiment constant, vous reprenez du revenu qui vient du travail des autres. Donc voilà les mécanismes qui se sont mis en place. Et dont, consciemment ou inconsciemment, amis banquiers, vous avez profité, et grâce à ça, soit vous vous êtes enrichi monstrueusement si vous étiez près du robinet, c'est-à-dire si vous étiez trader ou dirigeant d'une grande banque, soit vous en avez profité par la sécurité de l'emploi, par la garantie du salaire, et par tous les avantages que vous avez pu avoir pour accéder à des crédits, si vous étiez employé. Alors, ces mécanismes-là, vous le savez au plus haut niveau. Au niveau des employés, vous ne le savez pas encore, vous vous en doutez, tous ces avantages-là, c'est fini. C'est mort. Dans les années qui viennent, ça ne va plus être possible d'en profiter à ce point-là. Donc, il faut que tous ensemble, on trouve des solutions de remplacement, de manière à ce que la transition ne soit pas trop douloureuse, surtout pour vous, qui allez forcément perdre une partie de vos avantages, mais en récupérer bien d'autres. Alors, l'enjeu en ce moment, c'est de sauver tous les systèmes monétaires du monde entier qui sont en train de s'écrouler, particulièrement en Europe. Pourquoi les systèmes sont en train de s'écrouler ? Eh bien parce que, tout simplement, au niveau du secteur bancaire, vous savez très bien que nous sommes dans une récession profonde et que les prix des actifs vont finir par s'écrouler, par diminuer. Donc vous ne pouvez plus prêter en prenant en garantie les actifs comme vous le faisiez auparavant. Donc vous fermez les robinets du crédit. Donc,
par la magie de la destruction monétaire, regardez le mini-show où j'analyse les mécanismes de la destruction monétaire, par tous les mécanismes, comme il y a de moins en moins de crédits et qu'il y a toujours autant de remboursements, il y a de moins en moins de monnaie dans l'économie. Il n'y a pas de moins en moins de richesses, il y a de moins en moins de moyens d'acheter et de vendre ces richesses. Vous comprenez bien que s'il y a 100 000 unités pour 100 personnes, chacun en moyenne à 1000, et que si petit à petit, il y a la moitié des unités qui disparaît par destruction monétaire et qu'il n'y a plus que 50 000, eh ben, en moyenne, au lieu qu'on ait chacun 1000, eh ben, on n'a plus que chacun que 500. Donc, la part moyenne de monnaie par personne diminue. Donc, forcément, comme les prix ne baissent pas pour l'instant, en tout cas pas sur les choses de consommation courante, et bien forcément, on a de moins en moins de pouvoir d'achat, donc c'est de plus en plus la misère. Si les prix baissent, ça veut dire qu'il y a moins en moins de monnaie dans l'économie, mais ça veut dire que les dettes, les intérêts de la dette qui restent à payer sur les emprunts en cours, eux, ils baissent pas. Vous faites pas de cadeaux, la banque, on baisse pas les intérêts quand il y a moins de monnaie. Donc le système est en train de s'écrouler par faute de moyens de paiement pour payer les frais des anciens moyens de paiement. Bon. Donc, il n'y a pas 36 000 solutions. La solution, vous la connaissez, c'est de rajouter de la monnaie dans l'économie. C'est ce qui a été fait, figurez-vous, mais vous le savez aussi. Aux États-Unis, en 2008, le premier réflexe du gouvernement et du Parlement, ça a été de réinjecter de la monnaie dans l'économie. Sous quelle forme? En évitant d'en prendre. Ça a été le fameux avoir fiscal, diminution de la fiscalité que Bush a mis en place en 2008. 600 $ de moins sur les impôts de tous les citoyens américains. Ça a permis aux États-Unis de souffrir beaucoup moins de la crise que les autres pays, qui eux, comme en Europe, n'avaient pas la possibilité de faire ça, puisque en Europe, les gouvernements sont liés par le traité de Maastricht et le traité de Lisbonne. Je vais vous expliquer ça dans une seconde. Alors, il y a un truc qu'on ne sait pas du tout, c'est que en Australie, figurez-vous qu'il y a quelque chose qui a été fait en 2009, quelque chose qui a très bien fonctionné pour l'Australie. Je vous avais parlé il y a quelque temps du quantitative easing for the people, c'est-à-dire de redonner de l'argent non pas aux banques, non pas de renflouer les banques, mais de renflouer les gens directement dans le porte-monnaie, de remettre de l'argent dans le flux de la dépense. En Australie, ils l'ont fait, figurez-vous, en 2008. Il y a eu des dizaines de milliards de dollars australiens qui ont été créés par la Banque centrale australienne et qui ont été distribués aux citoyens australiens. 950 $ australiens par personne en Australie en 2009. Résultat, vous pouvez regarder sur Wikipédia, je vous donnerai le lien si vous voulez, l'Australie a connu une récession beaucoup moins violente que tous les autres pays du monde. Elle a connu cela sans augmenter sa dette publique. Pourquoi ? Parce que ça ne s'est pas fait par un déficit public ou par une réduction des impôts. Ça s'est fait par une réinjection de crédit ex nihilo, pas au profit des banques, pas au profit d'un secteur particulier de l'économie, mais au profit de tous les citoyens, à égalité, en équité totale. Bon. Alors, pourquoi est-ce que ça, c'est pas possible en Europe? Pourquoi est-ce que ce serait pas possible? Parce qu'il y a une grosse distinction. Alors là, écoutez bien, vous allez voir, c'est passionnant. Il y a une grosse distinction à faire entre les politiques budgétaires et les politiques monétaires. Qu'est-ce que c'est qu'une politique budgétaire? C'est une politique qui peut être mise en place par un gouvernement. Et les gouvernements, en Europe, ils n'ont pas le droit de créer de la monnaie, ils n'ont pas le droit de réinjecter de la monnaie dans le circuit économique. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent faire que deux choses, ils peuvent réduire les impôts ou se mettre en déficit pour augmenter leurs propres dépenses. Augmenter leurs propres dépenses, ça peut être intéressant parce que ça peut être des dépenses structurelles, des dépenses... Je sais pas, les politiciens aiment beaucoup rajouter des ponts, des routes, des trains, et ça fait de la monnaie qui circule dans l'économie. Mais ça,
pour ça, il faut faire du déficit public. C'est-à-dire que si vous avez la souveraineté sur votre monnaie, vous pouvez créer, dire à la Banque centrale, dans le cas où votre État est plus puissant que la Banque centrale, l'État, le Parlement peuvent donner l'ordre à la Banque centrale, comme c'est possible au Japon, en Angleterre ou aux États-Unis par exemple. L'État peut donner, le gouvernement, le Parlement peut donner l'ordre à la Banque centrale d'approvisionner le compte du Trésor public, même s'il y a un petit intérêt. C'est pas grave, puisqu'on fait des choses qui sont utiles et qui vont percoler dans l'économie. Ça, c'est la politique budgétaire, qui peut s'allier, quand le gouvernement a sa souveraineté monétaire, à une politique monétaire. On peut réduire les taxes, on peut augmenter les dépenses publiques et on peut créer de la monnaie. En Europe, c'est pas possible. Les gouvernements n'ont pas l'accès à la politique monétaire. Il n'y a que la Banque centrale européenne qui peut réinjecter de la monnaie dans l'économie. Les gouvernements, eux, sont pieds et poings liés, ne peuvent pas créer de la monnaie. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, c'est réduire les taxes et augmenter les déficits publics. Alors, réduire les taxes, ça signifie donner des avantages à qui ? Aux gens qui payent le plus d'impôts, c'est-à-dire aux plus riches. C'est complètement injuste. Et en plus, ça ne fait qu'enrichir les plus riches. Ou en tout cas, moins leur prendre d'argent qu'avant. Ça ne marche pas. Parce que les plus riches, si vous leur enlevez un petit peu d'impôts, ils vont pas dépenser plus. Ils dépensent déjà 1/10 de ce qu'ils gagnent. Ils peuvent pas dépenser plus. Un riche peut pas acheter 5000 pantalons par an. C'est ridicule. Si vous donnez de l'argent ou si vous enlevez des impôts à un très très riche, il va pas dépenser plus. Ça va pas relancer l'économie. C'est pas comme ça que ça marche. Un pauvre, par contre, si vous lui donnez de l'argent et qui déjà il n'arrive pas à joindre les deux bouts, là il va tout dépenser évidemment. Et là, ça va faire de la relance économique. Bon, deuxième aspect, la politique monétaire. En Europe, les États ne peuvent pas faire de politique monétaire, c'est interdit, c'est pas légal. Par contre, la Banque centrale européenne, oui, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle a deux outils. Le premier outil, c'est le quantitative easing pour les banques, c'est-à-dire réinjecter de la monnaie centrale dans les comptes des banques, de manière à ce que les banques ne soient pas en risque de dépôt de bilan. Parce que les banques, elles ont déjà injecté de la monnaie, elles ont déjà injecté du crédit dans les années précédentes. Le problème des banques, c'est que les intérêts, le flux des intérêts et le flux des remboursements, quand il y a une partie des crédits qu'elles ont émis qui fait défaut, s'il y a 10% des crédits émis qui font défaut et que les fonds propres sont à 5% ou même à 8%, la banque, elle met la clé sous la porte. Les fonds propres n'arrivent pas à compenser la dépréciation des actifs qu'elle a sous forme de crédit. Si les actifs, c'est-à-dire les reconnaissances de dette des clients, perdent 10%, vous pouvez mettre 5, 10, 5, 6, 7, 8% de fonds propres obligatoires. Les fonds propres, ils sont ratiboisés. Donc la banque est en dépôt de bilan. La seule solution, c'est que la Banque centrale leur redonne de la monnaie centrale, de manière à ce qu'elle puisse soit remonter leur ratio de fonds propres en se rachetant leurs propres actions, soit mettre un pourcentage de réserve plus important, de manière à pouvoir annuler ou se faire racheter par la Banque centrale les crédits pourris. Et à ce moment-là, elles peuvent repartir. Mais ça, c'est un premier outil, mais qui ne sert qu'à compenser les émissions de crédit précédents. Ça ne relancera jamais le crédit. Ça ne sert qu'à résoudre le problème des crédits émis qui ne sont pas remboursables. Bon. La deuxième option de la Banque centrale, c'est de baisser les taux. Mais baisser les taux pour relancer le crédit, c'est ridicule. On est à taux zéro déjà, on est dans les taux négatifs déjà, donc ça ne sert à rien de baisser les taux. Vous voyez bien que les banques ne prêtent pas plus, et que les gens, vous pouvez leur baisser leur taux de 2,5 à 2%, c'est pas pour ça qu'ils vont se mettre à se réendetter, puisqu'ils savent très bien, les gens, que le problème de l'économie en ce moment, c'est qu'il y a trop d'endettement. En ce moment, les gens ne reprennent pas des dettes en plus, ne réempruntent pas de l'argent en plus. Ils remboursent leurs anciens emprunts. C'est tout ce qu'ils font, les gens. Alors, la réduction des taux, ça peut marcher. Si on est à des taux de 10% et qu'on réduit à 5%, là, c'est clair, les gens vont se précipiter pour emprunter. Mais si on est à 2% et qu'on réduit, si on est à 2,5 et qu'on réduit à 2, non. Ça change rien. Si on est à 2 et qu'on réduit à 1,5, non, ça change rien non plus. Donc, ça marche pas. Les outils qui sont à la disposition de la Banque centrale européenne en ce moment ne fonctionnent plus. Et donc, il n'y a pas de nouveau crédit qui arrive dans l'économie, puisque les banques ne prêtent pas,
Et les particuliers ni les entreprises n'empruntent pas. Comment voulez-vous qu'un particulier emprunte alors qu'il ne sait même pas s'il va avoir son job à la fin de l'année? Comment voulez-vous qu'une entreprise réemprunte alors qu'elle ne sait même pas si son carnet de commandes va se remplir et que son carnet de commandes se vide? Il n'y a pas d'acheteurs. Donc, on est à 50% de capacité de production. S'il y a des acheteurs qui arrivent, on remet les machines en route, c'est tout. Les machines qu'on a déjà, on n'investit pas, on n'embauche pas, évidemment. Alors, il y a une grosse différence entre les politiques budgétaires et les politiques monétaires, c'est que les politiques budgétaires, c'est-à-dire quand c'est l'État qui remet de la dépense, c'est des problèmes parce que faire des dépenses d'infrastructure, c'est long à se mettre en place, ça génère des conflits d'intérêts monstrueux, ça génère des marchés publics qui sont biaisés, ça génère des enveloppes, des dessous de table, ça prend 2 ans, 3 ans de construire une ligne de TGV ou une autoroute, vous savez bien. Bon, les politiques monétaires, comment voulez-vous qu'en rajoutant de la monnaie dans l'économie, ça redonne envie aux banques de prêter alors qu'on est en récession et que les gens n'ont pas envie d'emprunter? Ça ne marche pas. Donc, c'est quoi la solution? Eh bien, la solution, si vous y réfléchissez, et que vous mettez un gamin de 8 ans dans une réunion de banquiers centraux, à Bruxelles ou à la Banque des règlements internationaux, et que ce gamin de 8 ans, il entend les banquiers centraux qui disent on a un problème, il n'y a pas assez de dépenses dans l'économie, on n'arrive pas à relancer le crédit, les gens ne veulent pas s'endetter de plus en plus, et donc il n'y a plus assez de monnaie dans notre zone monétaire, et donc c'est la récession, et donc ça va bientôt être l'extrême droite qui va être élue, et donc nous on risque très fort de se faire couper la tête parce que tout le monde va se rendre compte que tout ça c'est de notre faute. Le gamin de 8 ans, qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire, mais attendez, vous êtes qui? Vous êtes des banquiers centraux. Pourquoi vous ne redonnez pas de l'argent aux gens? C'est quand même pas compliqué. Vous n'êtes pas le gouvernement, c'est pas interdit pour vous. C'est parfaitement légal pour vous, vous avez le droit d'ouvrir des comptes à tous les citoyens européens et de leur mettre 1 000 € chacun par mois pendant 2 ans, ou plus. Qui vous l'interdit? Absolument personne. La réponse officielle de la BCE, de tous les experts qui ont travaillé là-dessus, c'est il n'y a pas de problème de légalité d'une telle opération. La Banque Centrale Européenne est parfaitement indépendante de tous les gouvernements, elle est parfaitement indépendante de la politique fiscale de tous les gouvernements, elle est parfaitement indépendante de la mise en déficit ou pas de tous les gouvernements, elle a le pouvoir en Europe supérieur à celui des gouvernements, donc la Banque Centrale Européenne a parfaitement le droit d'ouvrir un compte à tous les citoyens européens et de virer de l'argent par création monétaire sur tous les comptes de tous les citoyens européens. Donc, le gros avantage de ça, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les gens qui payent des impôts et des gens qui n'en payent pas. On n'avantage pas les riches. On ne fait pas du quantitative easing en se disant les gens vont pouvoir recommencer à emprunter et donc on essaye de baisser les taux d'intérêt, ce qui avantage les gens pour emprunter mais ce qui désavantage les épargnants. Les épargnants ils touchent plus un rond sur leur livret de caisse d'épargne, ils touchent plus un sou sur les fonds de pension qui gèrent leur retraite. Donc de toute façon les retraites s'écroulent et les retraites sont en dépôt de bilan. Les fonds de retraite ne tiennent pas le coup avec des taux d'intérêt très bas. Donc c'est complètement injuste de baisser les taux d'intérêt. Par contre, la solution la plus juste pour tout le monde, c'est de redonner de l'argent à tout le monde, de manière à relancer le flux des dépenses, de manière à relancer immédiatement et instantanément l'activité. Alors qu'on ne vienne pas me dire que ça va faire de l'inflation, parce que là, je peux vous dire que le quantitative easing pour les banques, depuis 2008, aux États-Unis, c'est 30% du PIB par an qu'ils ont certaines années mis. Il n'y a pas eu 1 centime d'inflation. Au Japon, c'est, je sais plus combien, c'est 20 ou 30%. En Europe, en ce moment, le quantitative easing que la BCE est en train de faire pour les banques, c'est 5 ou 6% du PIB européen qu'on est en train de réinjecter. Il n'y a pas de problème d'inflation, il y a un problème de déflation. Les prix baissent. L'objectif de la Banque centrale, c'est 2% d'inflation. Il y a 0,5%, même pas. On est en déflation si on enlève l'augmentation du PIB due
à l'inflation monétaire, on est en récession de 2 ou 3%. Donc c'est pas un problème l'inflation, pas du tout. Si on fait du quantitative easing for the people, d'après tous les experts, et il y en a un paquet qui ont étudié le problème, 2 à 3% du PIB, ça fait une relance immédiate. Personne ne conteste le fait que réinjecter à chaque citoyen sur un an ou deux, 2 ou 3% du PIB, personne ne conteste que ça fait une relance économique instantanée. Alors vous allez me dire, pourquoi on ne le fait pas? Ben on ne le fait pas parce que le paradigme de l'émission monétaire par l'endettement généralisé de toute l'économie non bancaire est prévalent par-dessus tout. On préfère faire crever les gens de faim comme en Grèce en leur disant « vous nous devez des intérêts, vous allez crever, mais vous les payerez quand même. Et si vous crevez, on ira vous piquer vos îles, vos ports, vos routes et tout ce qui peut rapporter de l'argent pour nous payer nos intérêts. » Donc, c'est un schéma mortifère, c'est un schéma destructeur, qui est mort lui-même. Et vous, nos amis banquiers, vous le savez, depuis 10 ans qu'on en parle, vous le savez. Donc, le moment est venu. Petit à petit, nous allons devoir tous passer à un autre paradigme qui consiste à créer la monnaie sans dette, sans endettement, par distribution équitable entre tous les citoyens. Et vous serez débarrassés définitivement de la dette privée, de la dette publique et de tous les problèmes que ce système absurde entraîne pour l'ensemble de l'économie, y compris pour vous les plus riches, qui, vous le voyez bien, vous allez être obligés dans les années qui viennent, si ça continue, de vous enfermer dans des ghettos avec des miradors à chaque coin. Invivable. Et vous ne pourrez plus vous regarder dans la glace en pensant aux souffrances que votre système apporte à l'économie réelle et à l'humanité tout entière. Donc on y est là. On a des tas d'économistes dans le monde entier. On a des membres du comité monétaire à la Banque d'Angleterre, M. Sushil Wadhwani, M. William Buiter, B-U-I-T-E-R. On a évidemment Lord Adair-Turner, on a Steve Keen, on a Eric Lonergan, on a Mark Blythe, on a des tas et des tas d'économistes qui ont compris. On a Gaël Giraud, lui, qui nous conseille ça, mais seulement pour faire une transition écologique, mais qui a compris qu'il y a un problème dans la distribution monétaire par le crédit et donc par l'endettement de tout le monde. Donc c'est mort, c'est fini. On abandonne ce système-là et on passe à autre chose. Il y a déjà des systèmes d'exploitation qui vous permettent de vous enrichir et de faire travailler les autres à votre place. Ils sont déjà en place, vous le savez très bien. Donc, sur la monnaie, on lâche du lest, petit à petit. Il y a une autre raison très précise qui fait que, amis banquiers, vous n'avez pas le choix. C'est que, de toute façon, toutes les populations, dans tous les pays du monde entier, sont en train de comprendre que la dette est une arnaque, une escroquerie. Toutes les populations, tous les humains dans le monde entier sont en train de comprendre que quand ils vont quémander un crédit dans vos agences bancaires, vous créez ce crédit en tapant quelques chiffres sur un clavier, sans travailler, à coût nul, sans aucune production de votre part, sans limite et sans payer un centime d'impôt. Et ça, c'est le problème principal. Le problème principal, c'est que tous les gens dans tous les pays vont cesser de vous demander du crédit. Et là, non seulement votre système s'écroule, mais le monde entier s'écroule faute de monnaie. Donc, de votre côté, créez de la monnaie à taux zéro et distribuez-la à tout le monde, calmement, tranquillement. Je vous garantis qu'il n'y aura pas la révolution. Les gens vont peut-être se poser quelques questions, c'est sûr, et se dire
Mais alors, si on pouvait faire ça, pourquoi on ne l'a pas fait avant? Il y aura peut-être quelques petits problèmes pour certains d'entre vous, amis banquiers, qui avaient refusé vigoureusement de le faire plus tôt, mais ça va se tasser très vite. Et en même temps que vous faites ça, nous, de notre côté, du côté de la base et de la population, on met en place des systèmes en peer-to-peer, des systèmes équitables, pour tenir nos comptes entre nous. Donc on a largement le temps de passer d'un paradigme à un autre. La vie est belle. À bientôt. Ciao, ciao.